J'ai la chance de recevoir aujourd'hui une brillante journaliste dans le sport, et des journalistes sportives, eux, il n'y en a pas assez et elle le sait, car elle est aussi à la création, à l'origine de l'association Femmes Journalistes, un peu militante donc, elle nous le dira, avec beaucoup de casquettes, passée par le média du sport Canal+ pendant 10 ans. Aujourd'hui, elle co-anime l'émission Le Club Info sur Radio France le dimanche et elle réalise aussi des documentaires, on va en parler. Elle est très active dans le métier, inspirante pour la jeune génération, le sait-elle, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle a plein de choses à nous raconter sur le métier de journaliste, la télé, la radio, le sport qu'elle aime, le sport qu'elle déteste aussi peut-être. Et dans le documentaire qu'elle vient de co-réaliser, il y a d'ailleurs un peu de tout ça, un peu de Laurie, elle va nous le dire, et beaucoup de Laure Manodou. Bonjour Laurie Delestal et bienvenue dans l'Interview Média. Bonjour, merci. Tu vas bien? Bonsoir. Ouais, ça va super. J'ai la pression maintenant après tout ce que tu as dit. Je vais d'emblée dire qu'on se connaît bien parce qu'on a démarré ensemble sur la même chaîne, Orange Sport, il y a longtemps. Et donc je vais me permettre de tutoyer, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. On débute toujours cette interview par une petite question. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans le monde du sport le jour de ta naissance? Non, je ne sais pas. Tu as la réponse? Oui, j'ai la réponse. C'est vrai? Non, je vais me permettre de dire que tu es né il y a tellement longtemps. Tu es né un 24 février. Ouais. Et ce jour-là, c'est la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Lake Placid en 1980. Et il y a un exploit réalisé ce dernier jour. C'est réalisé par le patineur Eric Heiden, patinage de vitesse, qui durant cette Olympiade gagne une 5e médaille d'or individuelle et c'est jamais arrivé depuis dans des Jeux Olympiques d'hiver. Et ça m'a fait penser, quand j'ai pensé à tout ça, parce que je disais qu'on avait débuté ensemble, je crois que tu as couvert du coup les Jeux Olympiques à Vancouver, ouais. Et que tu étais, je pense, dédié au patinage de vitesse. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup des Jeux Olympiques, professionnellement et personnellement, quelle place ça a dans une carrière? Je ne savais pas que j'étais liée depuis ma naissance aux Jeux Olympiques et Paralympiques, ce qui du coup fait sens pour la suite, parce que je fais partie des journalistes comme toi, mais on n'est pas tant que ça être ce qu'on appelle des journalistes multisports, c'est-à-dire des journalistes qui traitent d'un peu tous les sports. Et notre moment de gloire, ce genre de journaliste, c'est les Jeux Olympiques. C'est le moment où, ça y est, on est la bonne personne. Et donc, tous les 4 ans, comme certains athlètes, on brille, enfin, plus ou moins. Et donc, voilà, évidemment, je me souviens de ces Jeux de Vancouver qui ont été mes seuls Jeux d'hiver. Mais de grands moments de solitude, notamment au patinage de vitesse, qu'on n'était pas beaucoup à être envoyés sur place. Et puis sinon, j'ai fait Londres, j'ai fait Paris. J'ai présenté aussi sur Canal+ Rio, Tokyo sur Eurosport. C'est toujours des grands moments, évidemment, les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques dans ton enfance, peut-être avant de devenir journaliste, c'était des événements que tu suivais à la télé ou que tu suivais tout court? Oui, bien sûr que je suivais à la télé, et je crois que on a tous ce lien qu'on a créé dans l'enfance avec les Jeux Olympiques. Alors, moi, je fais partie des enfants. Le seul truc qu'on avait le droit de regarder à la télé à la maison, c'était le sport. Donc, et notamment, le seul moment où j'avais le droit de me coucher un peu tard, c'était quand il y avait des grands événements comme ça. Et donc, voilà. Mais c'est marrant parce qu'on pose souvent la question de quel souvenir précis t'as. Moi, j'ai plus un souvenir d'avoir absorbé, consommé beaucoup de sport, plus un souvenir diffus d'une espèce de passion naissance pour le fait de regarder des exploits. Comment t'expliquerais ta profession à une classe de primaire? Ma profession, je travaille pour un média, et un média, c'est celui qui fait le lien entre, quand c'est dans le sport, entre les athlètes et le grand public. Moi je suis une raconteuse, une passeuse d'émotions. C'est comme ça que j'expliquerai mon métier. Finis cette phrase, je ne serais pas devenue journaliste si. Oh, bonne question. Je ne serais pas devenue journaliste si je ne m'étais pas dit « Allez, pourquoi pas, j'essaye ». Parce que finalement, ça s'est fait comme ça pour moi. Et une fois que j'avais mis le pied dedans, je n'ai plus quitté le milieu parce que je me suis dit « Ah, c'est ma place, c'est là que je dois être ». Mais voilà, il y a eu ce petit coup de pied aux fesses que j'ai dû me mettre au départ. Et alors, on a compris que tu n'aurais pas été entraîneur de patinage de vitesse si tu n'avais pas fait journaliste, mais tu aurais fait quoi comme carrière? J'avais envie d'être avocate quand j'étais petite. J'aurais fait un métier où on parle beaucoup, notamment avec les mains, parce que c'est ce que je sais faire le mieux peut-être. C'est intéressant que tu dises ça, avocate, on en parlera tout à l'heure, parce que
je sens que tu t'intéresses au sport, aux sportifs. Et je disais dans l'intro que tu avais peut-être un côté un peu militant. Engagé en tout cas. Engagé. Je peux me permettre de dire que tu vis avec un ex-sportif de haut niveau. Ouais. Et du coup, je me suis demandé si tu te mettais beaucoup à la place de ces sportifs-là par rapport à ce qu'on leur demandait dans le métier, que ce soit les médias, que ce soit des prises de parole, que ce soit des entraînements. Alors, tu fais un peu l'avocat, quoi. Oui, alors je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'intéresse, c'est sûr, de me mettre à la place d'eux. Je pense que c'est important de se dire à un moment, une grande partie de mon métier, moi, c'est de faire des interviews. On ne peut pas faire ça comme il faut sans à un moment se dire, alors sans se mettre à la place de l'autre personne. Je trouve que ça n'a pas de sens. D'être dans une forme d'empathie. C'est notre métier aussi pour transmettre au mieux, il faut être empathique. Donc voilà. Je l'ai dit en intro, tu as passé 10 ans chez Canal+, qui est quand même le média du sport, le média télévisé du sport. Tu en retiens quoi de ces 10 ans, si tu devais retenir une chose de ces 10 ans? C'est beaucoup de questions difficiles, là. Une chose de ces 10 ans, je ne sais pas. Non, j'ai été élevée à la sauce Canal+, du coup, c'est-à-dire avec cette exigence qu'on met dans le journalisme de sport, qui a été inventé par Canal+. Et ça, je l'ai gardé en moi, cette exigence c'est pas que de l'émotion, le sport, c'est de l'information aussi. Alors je l'ai dit, maintenant tu opères le Club Info sur Radio France depuis 3 ans. Avant que tu nous en parles, on va écouter un peu ce que ça donne. Notre invité, l'un des plus beaux palmarès du sport français, tout jeune retraité après plus de 2 décennies, a dominé le handball français, européen et mondial. Bonsoir Nicolas Karabatic. Bonsoir. Merci d'être avec nous en studio pour nous parler de 2 livres. Ce premier livre écrit avec votre frère Luca, intitulé Notre histoire d'amour avec le handball, c'est aux éditions Flammarion. Et puis une bande dessinée, Les Frères Karabatic, ça c'est aux éditions Casterman. Les Frères Karabatic, on va le rappeler, Julien, c'est 4 médailles d'or au JO, 6 titres de champion du monde, 6 titres de champion d'Europe. On va parler de tout cela, de ces livres. Avant d'en parler, on avait envie de vous entendre sur Kylian Mbappé. Nicolas, qui est sorti du silence ce soir dans une interview accordée à Click sur Canal+, dans lequel il regrette notamment, je le cite, « Les gens nous voient comme des robots, on est des humains comme les autres ». Quel regard vous portez sur la pression que l'on met sur les grands champions ? Alors, je vais avoir plein de questions, mais c'était long ce lancement. Non, c'était intéressant pour plein de raisons. Un, le handball, puisque tu as, tu as je pense, une appétence pour le handball depuis toujours. Et j'ai vu que tu recevais beaucoup de handballeurs. Bon, alors là, ça se justifie, on parle des plus grands handballeurs français. 2, cette question par rapport à Kylian Mbappé. Et 3, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu t'écoutes souvent? Tu te réécoutes souvent? Non, pas du tout. Et c'est intéressant. Je sais, on dit toujours qu'il faut le faire, qu'il faut se regarder. Je ne l'ai jamais fait. Moi, ça m'ennuie ça me gêne même de me réécouter. Donc, je ne le fais pas, alors que, voilà, peut-être que... Bon, elle est bien, la journaliste Elle est bien, la journaliste que tu as entendue. Non, mais la radio, c'est particulier. Et on entend bien avec Julien Langlais, avec qui je présente, on aime bien mettre de l'humeur dans notre... Donc, je trouve que c'est ce qui ressort. Là, il y a du sourire et de l'humeur. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de transmettre. La ligne éditoriale un peu de ton émission, là on entend que tu le fais réagir sur un truc d'actu qui d'ailleurs sort un petit peu du sport. C'est quoi un peu, vous mettez quoi comme objectif quand vous choisissez vos invités, vos thématiques? Alors, tout à l'heure je parlais de la sauce Canal+, là on est à la sauce France Info, donc on colle au plus proche de l'actu. Donc là, on était obligé de le faire réagir sur les propos de Mbappé qui dataient d'il y a quelques minutes ou d'il y a quelques heures. Notre ligne, c'est le sport et ses enjeux. C'est sortir un petit peu du côté performance pure. On a essayé de créer l'émission qu'on avait envie d'écouter. Moi, parfois, j'ai pas envie d'être que sur la performance. J'ai envie qu'on me raconte des histoires. J'ai envie qu'on parle des enjeux politiques, des enjeux économiques du sport. Et c'est ce qu'on essaye de faire le dimanche soir. Le travail en radio, tu le disais, est-ce qu'il y a une spécificité que tu as pu découvrir là, en travaillant en radio depuis 3 ans par rapport à tes nombreuses années où tu as vraiment fait beaucoup de télévision? Oui, alors déjà il s'est passé un truc très marrant, c'est qu'il y a 3 ans, on est venu me chercher pour faire de la radio alors que je venais de me dire « j'aimerais bien essayer la radio ». Donc il y a eu une espèce de rêve de timing là, qui était super chouette. Et la surprise en radio, c'est que
Ça fait 3 ans, je fais 3 heures d'antenne toutes les semaines, mais ça reste encore pour moi plus difficile à faire que la télévision. Tout le monde m'avait dit, oh, tu verras, la radio c'est plus léger, c'est plus simple. C'est vrai que tout est plus simple. La radio, on arrive comme ça, on peut venir en pyjama, les sons sont faciles à sortir, alors qu'en télé, les images, c'est plus compliqué. Mais pour moi, ça reste toujours plus difficile. Il y a un rythme dans la radio qui est différent, et après plus de 15 ans de télé, je suis encore une novice en radio. Il y a de la concurrence à cette heure-là, l'afterfoot, RTL, Europe 1 Sport. Comment ça se passe au sein de Radio France? Tu as un enjeu d'audience, sachant que Radio France fonctionne très bien, obtient des records d'auditeurs, mais vous regardez un peu la concurrence à cette heure-là, sachant que tu l'as dit, vous proposez quelque chose de différent pour le coup. Oui, du coup, je crois qu'on fait tous des choses assez différentes. Donc non, on n'a pas d'enjeu d'audience, sachant que c'est vrai que ces derniers mois, France Info est notamment devenue deuxième radio de France. Donc oui, on n'a pas de souci d'audience en ce moment. Ça reste un média très puissant. Donc non, on ne fonctionne pas avec cette pression-là. La pression qu'on se met, c'est comme beaucoup de gens, c'est la pression éditoriale de bien faire notre travail, d'avoir les bons invités, de leur poser les bonnes questions. Et ça suffit déjà largement. Merci Laurie. On va passer maintenant à la rubrique « Et moi, et moi, et moi ». Et moi, et moi, et moi, je vais te poser des questions qui te concernent, normalement un petit peu plus légères que ce qu'on vient de dire, mais pas tant que ça, mais qui va te demander quand même de réfléchir. Ton plus grand moment de fierté en tant que journaliste? Waouh, mon plus grand moment de fierté en tant que journaliste, c'est une très très bonne question. Ça, je crois que les choses qui me rendent le plus fière, c'est les choses qui durent. C'est quand c'est mes documentaires. Je pense que c'est là-dedans que je m'épanouis le plus. C'est ce qui... Il y a ce petit côté, ça reste. Donc, oui, je crois que je peux dire, on va en reparler, mais je suis très très fière de L'Or, le documentaire qu'on vient de sortir. Est-ce que tu as un moment dans ta carrière, je pense que oui, dû improviser totalement à l'antenne? Et si oui, raconte-nous comment c'était, ce qui s'est passé. De toute façon, on dit toujours que les journalistes de sport, quand on bosse pour des chaînes ou des radios d'infogénés, qu'on est les meilleurs pour l'impro parce qu'en fait, on est quasiment tout le temps en impro. Alors, à part quand on présente des émissions très écrites, mais c'est assez rare. Moi, j'ai fait beaucoup de directs et surtout beaucoup de terrain. Donc, c'est tout le temps de l'improvisation. Quand je faisais la grille de F1, notamment, alors ça c'est vraiment un truc, quand on ouvre, parce que véritablement ça se passe comme ça, quand on nous ouvre la grille et qu'on remonte là au milieu des voitures avec un bazar, mais absolument incroyable, où on doit parler aux gens, il y a à peu près 1 million de personnes qui vous écoutent, interagir avec notre consultant, on n'a pas notre retour image, donc oui, ça en termes d'impro. Et puis, donc oui, j'ai fait que ça de l'improvisation, mais je crois que j'ai un souvenir très fort de moment où j'ai dû improviser et qui était vraiment, mais absolument affreux. C'était la finale de la Coupe de l'América que je présentais en plateau, et je devais... comme parfois on fait basiquement, je devais dire, bon, c'est la finale de la Coupe de l'Amérique, on retrouve machin et machin qui vont vous commenter cette finale. Et sachant qu'on m'avait dit à l'époque, le boss de Canal+ était un zinzin de voile, et on m'avait dit, il écoute. Et donc je me dis, bon, ok. Et l'épreuve commence, je vais pour lancer mes commentateurs et on me dit, on a un problème avec la cabine son, c'est toi qui dois commenter. Et là, ça a été... C'était horrible. Je me suis dit, je dois commenter la Coupe de l'Amérique alors que la voile, c'était pas exactement mon sujet. Et donc, j'ai commenté 45 minutes, je crois, toute seule. Voilà. Et ça reste un grand moment sur Canal+. Et ça, c'est une archive que tu n'as donc, j'imagine, pas réécoutée. Je ne te propose pas de l'écouter maintenant, mais personne ne veut réécouter ça. Je comprends. La qualité essentielle pour un bon journaliste sportif, en 2 mots? La curiosité, comme pour tous les journalistes, on reste des journalistes, ouais, la curiosité, la passion, ça fait 2. Un sujet que tu trouves sous-traité dans les médias sportifs aujourd'hui? Le sport féminin, tout simplement, oui. Ça reste sous-traité aujourd'hui. Ouais. Et j'en profite parce que tu me lances une petite perche. Je vais le présenter tout de suite parce que je ne sais pas si on aura le temps de le faire tout de suite. Tu as co-écrit le livre Championne, ouais, avec ma consoeur 90 athlètes.
on ne va pas faire long dessus, je le montre parce que c'est un super bouquin. Et il y a surtout, moi j'ai découvert évidemment plein de gens que je ne connaissais pas, mais moi j'étais sensible à Annette Kellerman, qui a créé, si je me trompe, parce que, qui a révolutionné le maillot de bain, c'est ça le maillot de bain, parce que je me suis dit qu'on pense toujours aux grandes icônes qui ont vraiment permis des grandes avancées, mais je me dis qu'aussi, ça a longtemps été un sujet, les vêtements aussi des femmes dans le sport, le beach volley, le volleyball, le handball, et ça l'est toujours. Et que mine de rien, ce sont aussi des combats en fait à mener, quoi. Ouais, et c'est amusant parce que avec Cécile et Louison qui a fait les dessins, au départ l'idée c'était de raconter des performances, et en fait on s'est retrouvés à raconter aussi une histoire de la lutte des femmes pour s'habiller autrement qu'en robe longue. Donc il y a beaucoup d'histoires de vêtements, effectivement, et c'est amusant que tu aies noté ça parce que c'est très marquant dans l'histoire du sport féminin. Sport féminin. On t'a demandé de choisir une chanson qui résumait ta carrière ou qui était un peu ta philosophie. On va l'écouter et tu nous diras un petit mot derrière. Pourquoi tu as choisi cette chanson? Alors ça ne résume pas ma carrière, hein, mais parce que le message me paraît intéressant, qui domine le monde. Ce sont les femmes. Dans le monde du sport, il y a encore beaucoup de travail, et notamment sur l'histoire de la gouvernance du sport. Il y a une seule présidente de fédération olympique aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui doit évoluer dans les années à venir. Dernière question du et moi. Quelle légende aurais-tu aimé d'interviewer? Tu n'as jamais... Qu'est-ce que tu leur as demandé? Une légende. Non, j'aimerais beaucoup discuter avec Billie Jean King, qui est encore vivante, qui est un porte-étendard de la lutte pour l'égalité salariale dans le tennis. Je la trouve fascinante, géniale, et j'aimerais bien manger avec elle et discuter. Alors, tu me tends une super perche, hein, parce que des porte-étendards dans le sport féminin, il y en a eu, volontairement ou non volontairement. Il y a Laure Manodou, et on va parler de ton documentaire sur Canal+, disponible sur MyCanal. Et juste avant ça, on va regarder la bande-annonce. Peut-être je vais être médiatisée un peu plus qu'avant. Oui, Laure Manodou, championne olympique! Oh, quel bonheur! Et pour moi, il n'y a rien qui va changer. Elle a voulu être une championne, pas devenir une icône. La plus grande nageuse française de l'histoire, Laure Manodou, est une extraterrestre. Tout le monde s'est jeté sur elle. Elle était la meilleure nageuse du monde. Et d'autre côté, il y avait tout pour que ça casse un moment. La meute qu'il y a autour d'elle, on est à l'entraînement, quoi. C'est une star. Il faut faire gaffe à tout, quoi. Je pensais pas que c'était aussi dur de gérer tout ça. Je pense pas avoir changé, à part que maintenant je me méfie un peu plus des gens. Création, documentaire, événement. Quand je vois ça, je me dis que j'en ai fait des choses, quand même. Dimanche 19 janvier à 21 h seulement sur Canal+. Bravo Laurie déjà, parce que c'est un très beau documentaire. Je vais être très transparent dessus. Je vais te dire, j'étais pas fan de Laure Manodou, parce que le personnage, je trouve un peu insaisissable. Alors évidemment, je vais pas remettre en question ses très grandes performances sportives. J'ai appris plein de choses dans le doc que j'avais oubliées, et j'ai découvert aussi des choses. Je vais juste donc commencer par le dire. Tu l'as co-réalisé avec Guillaume Privé. Ouais. Pour Canal+. Comment est née cette idée? Toute la période qu'on raconte avec Guillaume, là, on était là, nous, on était reporters sur la natation à cette époque-là. C'est là qu'on s'est connus, c'est là qu'on a commencé notre carrière de journaliste, et ça nous a beaucoup marqué parce que déjà assister à ces performances, ça a été des moments incroyables pour nous. C'était complètement dingue. Montréal, Budapest, voilà, on était là. Et on a toujours gardé un peu en tête de faire quelque chose sur elle. Guillaume a écrit un livre. Ces dernières années, on s'est beaucoup parlé de faire quelque chose. On y avait pensé chacun de notre côté. Après, on y a pensé tous les deux. Et puis, à un moment, il y a eu une opportunité. Et c'était évident, on était prêts. Et donc, ça tombe sur les 20 ans sur les 20 ans de ses médailles, de ses 3 médailles à Athènes, aux Jeux Olympiques d'Athènes, où elle explose vraiment au monde, et pas qu'à la France. Juste comment vous l'avez convaincue? Parce que je sais, on en a parlé. Tu étais étonné que personne n'ait rien fait depuis 20 ans. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont dû lui demander de parler, mais elle n'avait pas forcément envie. Bien sûr. Donc, comment vous avez réussi à convaincre Laure Manodou et Philippe Lucas aussi de reparler dans le même documentaire? Oui, il y a plein de gens qui lui ont proposé évidemment plein de choses. Mais là, je parlais de bon timing tout à l'heure. C'était le bon timing pour elle, en fait.
on s'est retrouvés à un moment, alors, on s'est quand même recroisés par hasard dans un restaurant, l'une et l'autre en vacances. Et ça, je sais pas, c'était écrit qu'on devait faire ce truc-là ensemble. Et après, je suis arrivée à la convaincre en lui disant qu'on était les bonnes personnes avec Guillaume, que c'était une évidence, qu'il fallait de toute évidence faire un film sur elle, que j'ai appuyé sur la corde sensible des enfants en lui disant que ces enfants avaient jamais vu toutes ces pervenches. Je lui ai demandé s'ils avaient vu ces courses et elle m'a dit vite fait. Donc je lui ai dit qu'il fallait un film pour raconter tout ça. Et après, c'était parti. Et Philippe, il a été pas forcément facile à convaincre non plus. On est allé le voir. Philippe, il peut être d'un abord un peu ronchon, mais une fois qu'il était OK, après, on le voit dans le doc, hein, après il donne tout. C'est une machine à punchline notamment. Alors j'encourage vraiment les gens à le regarder, on va en parler en détail. C'est chronologique, vous débutez notamment à partir de ses 14 ans. Oui. Et ce qui est incroyable évidemment dans le documentaire, c'est cette scène où le père de Laure Manodou te sort un carton avec des cassettes et des archives que personne, je pense, n'avait vu à part eux. Je ne suis même pas sûr qu'on les avait déjà vus en télé. Du coup, vous avez c'est aussi la richesse du documentaire. Il y a beaucoup d'archives. Tu connaissais toutes ces archives ou comment ça s'est passé? En fait, alors il y a les archives familiales. Alors, on connaissait leur existence parce qu'on l'a toujours vu avec sa petite caméra. Et après, la plupart des archives, elles étaient en notre possession avec Guillaume. On avait nos propres cassettes, nous, de l'époque où on tournait. Et on a retrouvé des pépites. Guillaume, qui avait une tonne de cassettes qu'il gardait dans sa cave depuis des années, avait perdu une cassette d'un entraînement à Mulhouse. Et un jour, je lui dis tiens, j'ai retrouvé 2-3 cassettes chez moi, regarde ce que ça donne. Et c'est les fameuses images de la meute de journalistes quand elle sort de l'eau. Je dis les fameuses images parce que ça a marqué beaucoup de monde dans le documentaire. Et voilà, j'avais en ma possession la seule cassette qui lui manquait. Enfin bref, c'était vraiment, oui, quand je disais que tout était écrit, c'était le cas. Mais oui, beaucoup d'archives et je pense que c'est la richesse du documentaire. Quelle est la partie de la carrière de Laure Manodou que tu as peut-être redécouvert? Alors après, tu as dit que tu as suivi la natation, donc à l'époque, évidemment, tu l'avais en tête. 20 ans après, on ne se souvient pas de tout. Est-ce qu'il y a des choses que tu avais oubliées? En fait, pour toute la partie carrière, honnêtement, avec Guillaume, je pense qu'on était les meilleurs connaisseurs en France. C'est-à-dire qu'on connaissait mieux sa carrière qu'elle-même parce que il y avait des compètes, elle ne se souvenait plus trop des courses, alors que nous, on avait tout en tête. Guillaume avait écrit ce livre, on avait relu, elle avait fait une autobiographie qu'on avait lue. Enfin, honnêtement, on était au taquet. Ce qu'on avait un peu laissé de côté, c'est la toute fin de sa carrière, en fait. Et on n'avait pas mesuré, en fait, vraiment, on ne s'y était pas intéressé, qu'elle arrête, elle fait un enfant et elle revient, et elle arrive encore à gagner un titre de championne d'Europe. Et c'est Roxana Maracineanu, à nous, quand on l'interviewe, qui nous dit ça a été la première à faire un enfant en carrière et à revenir et à gagner comme ça. Et on s'est dit, ah ouais, mais c'est vrai qu'à ce titre-là aussi, c'est incroyable. Et donc ça, oui, on avait zappé et au départ, on l'aurait peut-être même pas mis dans le film, en fait. Tu l'as dit juste avant, les gens te parlaient beaucoup de certains passages du livre, notamment l'oppression médiatique. Et moi, il y a évidemment un truc frappant, je vous félicite parce que j'ai trouvé ça vraiment bien, le début de votre documentaire qui résume pour moi la totalité. On entend tous les journalistes qui appellent Laure, vous avez fait un montage, vraiment, on entend les crépitements des flashs, on se croirait au Festival de Cannes, quoi. Et là, ça résume en fait, ça résume un peu tout ce qu'est Laure Manodou, quoi. C'est-à-dire, et tout ce qui est devenu aussi le sport moderne, et tous les travers qu'il y a eu. Quel regard vous aviez sur cette pression médiatique qu'il y a eu autour de Laure et qu'on avait peut-être oublié et qui a eu un vrai impact sur sa carrière, sachant qu'elle était très jeune, quoi. Nous, c'est vraiment ce qu'on avait en tête avec Guillaume, puisque comme je le disais, on était là, on avait envie et on savait qu'on avait les images de montrer un peu le plan un peu plus large pour montrer le monde. Nous, ce qui nous choquait beaucoup, c'était notamment les objectifs. Il y avait des objectifs qui étaient énormes alors que les gens étaient à 50 cm d'elle. Donc il y avait des trucs comme ça qui étaient un peu insensés. Et après, on savait ce qu'on voulait raconter, mais on pouvait raconter que ce qu'on nous disait, puisqu'on n'a pas de voix dans notre documentaire, c'est vraiment la parole de ceux qui l'ont vécu. Et en fait, c'est ce qu'ils ont raconté aussi, eux, avant tout. Donc on avait tous cette même idée en tête, que cette pression médiatique, elle était insensée à l'époque. En termes d'interview, d'ailleurs, vous en avez réalisé combien par rapport à ce que vous avez mis dans le documentaire? Sur combien de temps a duré le tournage? On a tourné à peu près pendant 1 an et on a réalisé, je crois que c'est 13 ou 14 interviews, des très longues interviews, enfin des interviews de 2-3 heures.
Donc on a eu tout ce qu'on voulait. Voilà. Federica Pellegrini, par exemple, au départ, on n'y avait pas pensé. Puis après, on s'est dit, ça serait bien d'avoir son regard. Donc, je suis allée la faire à Vérone. Ouais, c'était des interviews très touchantes, notamment avec la famille et avec Laure elle-même. Est-ce que tu as vu en faisant, alors tu connaissais sa carrière, tu connaissais tout ce qui a été, on va parler après, autour de Laure Manodou, mais tu as vu des similitudes dans l'oppression médiatique avec d'autres athlètes par le passé? Ce documentaire est sorti juste après un documentaire de mon confrère Marc Sauvorel sur Marie-Josée Pérec. Le lien, il est évident. Hein. Je trouve que à la fois, ce sont les plus grandes athlètes françaises féminines de l'histoire et à la fois, on leur a tapé dessus. Elles ont été martyrisées. Et c'est une forme de réhabilitation pour Marie-Jo et pour Laure, je trouve. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on aurait encore un cas Laure Manodou dans le sport? C'est-à-dire qu'à la fois un grand champion, mais qui en même temps devient un objet médiatique Et ils le sont tous. Après, ce qui change, je veux dire, tous les grands champions, là, on voit un Victor Wembanyama, ce qui change, en fait, c'est les protections qu'on arrive à mettre autour. Si on prend l'exemple de Léon Marchand pour rester sur la natation, il est ultra protégé par son entourage. Et malgré tout, en décembre, il a déclaré forfait pour les championnats du monde en disant qu'il était exténué physiquement et mentalement. Donc, et c'est passé. Ouais, il n'y a pas eu des. C'est passé, mais voilà, malgré tout ce qui est mis en place, il a des moments d'épuisement. Donc, c'est juste que le sujet maintenant de la santé mentale, alors on entend beaucoup ce mot, c'est un peu. Mais ce qui se passe dans la tête des athlètes, on en parle un petit peu plus. Ouais. Et est-ce que vous vous êtes posé la question, si à l'époque ça avait été un homme, les choses se seraient passées de la même façon? Alors, c'est Florent Manodou. Florent Manodou, son frère, c'est la première interview qu'on fait. Et au bout de 5 minutes, il nous dit si elle avait été un homme, elle aurait été traitée différemment. Toi, tu le penses ou pas, pour avoir couvert le sport à cette époque-là? J'en suis persuadée, oui. Cette proximité et puis le traitement qui est fait de ces exploits à l'époque, on montre pas mal de magazines qu'on a retrouvés chez Esther Baron. Voilà, il y a certaines photos, certaines manières de traiter ces performances sont clairement genrées. Ouais. Et en même temps, si je peux pas me faire l'avocat du diable, mais elle a aussi une responsabilité, Laure, dans Laure Manodou, dans cet emballement médiatique, parce qu'elle a un temps nourri la presse aussi. Quel regard elle a eu, elle, dessus, sur sa responsabilité? C'est un bien grand mot, parce qu'elle était jeune. Elle était tellement jeune, on rappelle qu'elle avait 17 ans au départ. Elle était aussi athlète de haut niveau. Ou peut-être de responsabilité de sa famille, de ne pas avoir réussi à plus la protéger. Enfin, est-ce qu'il y a eu Non, mais je pense que tout le monde s'est fait un peu... Tout le monde s'est un peu fait... Déjà, dépasser cet emballement, déjà, c'est ce qu'on raconte aussi, il est d'un coup insensé. Et ouais, je crois que tout le monde est dépassé. Et surtout, il n'y avait pas vraiment de précédent dans un si petit sport, ce qu'on raconte aussi. Donc... Oui, sans doute qu'il aurait fallu que la fédération réagisse différemment, que peut-être son entourage réagisse différemment, que nous, les journalistes, on se dise là, on va un peu loin aussi. Voilà, tout le monde aurait dû faire les choses différemment. Bon, elle avait 17 ans, je pense que c'est difficile de l'incriminer, on va dire. Et tu penses vraiment que l'approche des journalistes a changé aujourd'hui? Je ne suis pas sûre, moi. C'est une bonne question. Non, après, c'est difficile de faire une généralité sur les journalistes. Il y a différents types de journalistes, différents types de journalisme. Voilà. Tu reçois des athlètes en interview, tu l'as dit beaucoup pour ton émission. Le thème de l'oppression médiatique, la gestion, la santé mentale, c'est un bien grand mot, mais ça les entête tous, ça les obsède, ça leur parle. Qu'est-ce que tu ressens, toi, dans ce thème-là? Oui, pas mal. Ce que je ressens souvent, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Alors déjà, sur la pression médiatique, parfois il y a une confusion entre les médias et les réseaux sociaux, ce qui est vraiment complètement différent, mais... j'ai l'impression qu'on mélange un petit peu tout sur cette pression médiatique. Et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la faute des journalistes. Et oui, et parfois des incompréhensions. Je trouve qu'il y a une distance parfois entre les sportifs et les journalistes qui est de plus en plus grande et qui crée beaucoup d'incompréhension en fait, et de situations compliquées pour pas grand-chose. Alors évidemment, au cœur du documentaire et de sa carrière, il y a le duo avec son entraîneur, Philippe Lucas. Le film, évidemment, n'aurait pas été le même s'il n'avait pas voulu parler. Tu m'as dit comment tu l'avais convaincu, mais je me suis demandé comment
les interviews s'étaient passées en coulisses, parce qu'on connaît évidemment sa capacité en interview à être un personnage. Est-ce que, voilà, comment ça s'est passé en interview côté coulisses, quoi. On est allé le voir à Martigues, il nous avait donné rendez-vous à la piscine. On avait rendez-vous, je ne sais plus, à 14 h à la piscine. Et on s'est fait les 3 heures d'entraînement au bord de la piscine à l'attendre. Mais c'est bien parce que ça remet dans le bain. Pour le coup. Et après, il était prêt, quoi. Et son interview, elle est très courte, elle fait 1 h 30. Parce que vraiment, il a... Et après, on voulait refaire des images. Il nous a dit, revenez demain pour l'entraînement. Et on a dit, bon, d'accord. Et 7 h à la piscine. OK. Et voilà, non, mais il est comme on le voit dans le film, en fait. C'est-à-dire à la fois très sensible, à la fois très, très drôle. Voilà. Mais ça reste, je me souviens très bien de ce tournage à Martigues. On a ri. Et avec Guillaume Priou, on a vu 300 fois ces punchlines, notamment celles qu'on a regardées dans le doc. Et à chaque fois, ça nous fait rire. Ouais, c'est évidemment aussi tout le sel du documentaire. Et d'ailleurs, est-ce que vous auriez fait le documentaire s'il avait refusé de parler ? Ah oui. Ouais. Au début, il nous a plus ou moins dit non. On s'était dit ça sera dommage, mais oui, on l'aurait fait quand même. Ouais. Mais évidemment, il est indispensable. J'ai une dernière question sur le contenu. Il y a toute l'affaire des photos publiées, évidemment sans le consentement de Laure Manodou. Ça a été une question de se dire on le met ou on le met pas dans le documentaire, on lui en parle ou on lui en reparle pas? Ah non, c'était une évidence. C'était une évidence et de toute façon, très rapidement, elle voulait qu'on en parle. Parce que le but pour elle de faire ce documentaire aussi, c'était de transmettre et de dire aux jeunes, voilà ce qui m'est arrivé. Pour faire en sorte que ça n'arrive pas à d'autres. Donc, c'était pas du tout compliqué pour elle d'en parler. Elle voulait en parler. Voilà. J'ai 3 questions de fin sur ta partie documentaire. Après avoir réalisé le documentaire, moi, je me suis posé la question. Mais penses-tu vraiment que Laure Manodou voulait vraiment être championne avec tout ce que ça implique ? Aujourd'hui, je pense que oui, mais à l'époque, elle aurait sans doute répondu différemment. Ouais. C'est Nicolas, son frère aîné, qui le dit. Elle voulait être championne, mais elle ne voulait pas tous les à côté, quoi. Et qu'ont pensé Laure Manodou et ses proches du film ? Ils l'ont beaucoup aimé. Mais Laure nous a... Enfin, de toute façon, c'est comme ça qu'on travaille. On ne lui a rien dit pendant tout le documentaire. Par contre, avant de le sortir, on est allé lui montrer... en lui disant que de toute façon on ne changerait rien, mais on est allé lui montrer chez elle tranquillement pour qu'elle le voie. Alors elle n'a pas besoin d'être, elle avait besoin sûrement peut-être d'être réhabilitée dans certains points, mais pas forcément tant que ça auprès des Français, parce que je le précise, il y a une étude qui vient de sortir, que Laure Manodou reste la sportive, l'icône française dans le sport la plus connue devant Marie-Jo Pérec et Amélie Mauresmo. Ouais. Juste en 2 mots, toi qui couvres le sport, des athlètes féminines, t'en vois plein depuis 20 ans. Comment t'expliques que, médiatiquement parlant, personne n'a réussi à émerger depuis Laure Manodou? Je pense qu'elles ont en quelques mots, je pense qu'elles ont du mal à se livrer parce que justement, il y a eu ces exemples de Marie-Josée Pérec, de Laure Manodou qui ont été broyés par le système. Donc je pense que c'est une partie de la réponse. Je t'ai présenté tout à l'heure ton livre 90 championnes et je l'ai dit en introduction, tu œuvres aussi beaucoup pour le sport féminin mais aussi pour la représentation dans les instances et il y a là aussi besoin de représentation et de journalistes féminines dans le sport. Il n'y en a pas tant que ça, moi je peux le dire en tant que directeur de cette chaîne, je reçois évidemment beaucoup plus de CV, sauf quand tu m'en envoies, beaucoup plus de CV, voilà, parce qu'aujourd'hui tu as co-créé ou tu as créé ou tu as participé à la création de l'association Femmes Journalistes. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et je disais que tu étais inspirante, sans le savoir, mais tu l'es pour ces journalistes-là. Donc en quoi c'est important pour toi et pourquoi tu as voulu œuvrer sur ce sujet? Parce que je pense que le sport doit être raconté par des femmes également, pas seulement des hommes. Alors c'est avec cette association, avec le documentaire qu'avait réalisé Marie Portolano avec Guillaume Priou, le sujet, je pense, a été posé. Ça évolue, doucement comme toutes ces questions sociétales, mais ça évolue. Et on continue notamment à encourager ces jeunes femmes qui veulent devenir journalistes et puis à leur dire, oui, allez-y, osez. C'est en ça qu'on essaye d'être inspirante.
Donc voilà, mais c'est pas. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que c'est important. On a besoin de plus de personnalités différentes dans le sport pour raconter le sport. On va terminer avant le Média Express sur une petite photo, parce que j'ai voulu me faire un petit plaisir. Je suis retombé sur une photo de Vancouver. Ah, génial. Et avant que je lance le Média Express, les 20 ans de carrière, parce que tu as presque finalement aussi 20 ans de carrière, même un peu plus. Cette chapka quand même, Romain je l'ai toujours, je ne la mets pas souvent. On les voit passer, les 20 ans de carrière, dans ce métier? Non, parce que j'ai jamais fait plus de 2 ou 3 ans de suite la même chose. Je fais la Formule 1 4 ans, mais c'est peut-être le truc le plus long. Donc non, je veux juste continuer à ne pas m'embêter, mais je ne me suis jamais embêtée, donc c'est ça le secret. Super, pour terminer, on va passer au Média Express. « 10 questions, tu réponds rapidement. Télé ou radio? Radio. Canal+ ou Radio France? C'est quoi non, là c'est Radio France, parce que j'ai dit radio avant et que j'écoute beaucoup la radio. Selon toi, dans notre métier ou dans le sport, les réseaux sociaux sont indispensables ou superflus? Indispensable. Interview en direct ou enregistrée? En direct. À commenter du sport individuel ou du sport collectif? Sport collectif. Et pas de voile, on l'a noté. Laure Manodou ou Amélie Mauresmo? Ah non, c'est trop dur de choisir. J'aimerais beaucoup faire un film sur Amélie Mauresmo aussi. Préparation minutieuse ou totale improvisation? Ah non, préparation minutieuse. Le moment le plus stressant, une interview ratée ou un problème technique? Non, une interview ratée, l'enfer. Si ton micro pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait sur toi? que très longtemps, j'ai beaucoup stressé avant le direct. Un conseil que tu donnerais aux jeunes journalistes qui débutent dans le métier? De ne pas écouter ceux qui leur disent que c'est un métier bouché, qu'il n'y a pas de travail. Si on a envie de le faire, il faut y aller. Voilà. Merci beaucoup, Laurie. Merci. Je le répète donc encore. Donc on te retrouve dans le Club Info sur Radio France tous les dimanches avec Julien Langlais. Tu as co-réalisé avec Guillaume Priou le documentaire sur Laure Manodou, Laure, qui est disponible sur ma canal. Merci beaucoup, Laurie. Merci à toi. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut.